Je me souviens plus de ce qu'il faut dire. Scène 1, plan 4, première prise. Scène 1, plan 4, première prise. Allez, il faut faire le clap maintenant. Bienvenue dans Xenius. Aujourd'hui, nous sommes à Föhring. Vous ne connaissez pas? Nous non plus jusque-là. Mais on va se rattraper. Alors, Föhring, c'est en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, au bord du Danube. Cette bande bleue-là. C'est une ville chargée d'histoire. Voici ce qu'il faut savoir sur Föhring. Autrefois, il y avait un fort romain ici. Il a disparu, mais il fait quand même partie du patrimoine mondial. Föhring apparaît déjà dans la chanson des Nibelungen, la grande épopée médiévale allemande que Richard Wagner a fait connaître au grand public avec sa tétralogie. Un des vers dit « Ils chevauchèrent jusqu'au Danube, jusqu'à Föhring ». Et quelques kilomètres plus loin, on peut voir les ruines d'un château fort. On dit même qu'un trésor s'y cache encore. Et il se trouve au milieu d'une ferme. Ça doit être ça, de l'histoire intégrée. Je sens l'encens jusqu'ici. Quel timing, merci. C'est de l'histoire vivante que vous voyez derrière nous. Aujourd'hui, les habitants de Föhring célèbrent des funérailles très particulières. Oui, et en grande pompe, s'il vous plaît. La ville est très fière de cet événement. On a sorti les canons et les costumes traditionnels. J'ai hâte de voir ça. Ça va commencer. C'est parti pour le défilé. Viens, on se met sur le côté, c'est plus sûr. Ah, c'est mon truc, ça. J'adore. Moi, c'est tout ce que je déteste. Comme vous pouvez le voir, l'atmosphère est solennelle, mais pas morose. Oui. Car les défunts qui vont être inhumés aujourd'hui ne sont autres que, tenez-vous bien, des momies bavaroises du 19e siècle. Ces momies ont été découvertes récemment dans le caveau de Wackerstein, juste derrière. C'est cette histoire incroyable que nous allons vous raconter aujourd'hui dans Xenius. Automne 2011, dans un vieux caveau oublié en Bavière. Le thanatopracteur Alfred Rippertinger est à pied d'œuvre. On y a découvert les dépouilles bien conservées d'aristocrates morts il y a plus de 150 ans. Il s'agit d'un comte, de 2 barons et d'une comtesse apparemment liés à la famille royale de Bavière. Leur état de conservation semble indiquer qu'ils ont fait l'objet d'un traitement particulier, d'autant plus qu'il s'agissait de personnages publics en Haute-Bavière. On le voit bien ici au niveau de l'oreille. Les tissus sont en excellent état. Le caveau renferme également un cercueil d'enfants. Un étrange récipient se trouve à ses pieds. Ce sont peut-être les viscères conservés dans de l'alcool. Alors que les corps des adultes se sont probablement momifiés naturellement au contact de l'air sec et froid, l'enfant aurait été embaumé comme les momies de l'Égypte ancienne. Pour le vérifier, mais aussi pour découvrir la cause de leur décès et leur mode de vie, une équipe de chercheurs entreprend d'examiner chacune des 5 momies. La première mesure 1,71 m. Le pathologiste munichois Andreas Nerlich prélève des échantillons de tissus et de cheveux. Mais n'est-ce pas profaner ces cadavres sous couvert de curiosité scientifique? Au contraire, c'est un projet de recherche passionnant qui nous fournit de nombreuses informations que nous ne trouverions probablement pas autrement. Et puis nous veillons à les reconstituer à l'identique, voire mieux, du moins pour leur aspect extérieur. L'un de ces aristocrates, un baron, n'avait que 33 ans. La recherche de pistes commence avec ce petit morceau de papier.
Là, je lis « suis »,« après »,« relis » et « se finit ». Ça doit être une citation ou peut-être bien un psaume. Ce document ne dit rien sur la cause du décès. Une hypothèse, l'aristocrate pourrait avoir contracté la syphilis, une infection qui s'attaque au système nerveux central. L'examen du cerveau devrait permettre de le déterminer. À leur grande surprise, il a diminué de volume, mais c'est entièrement conservé. Voilà à quoi ressemble le cerveau après 160 ans. S'il y a bien eu un processus infectieux, nous avons de grandes chances d'en trouver la trace. Les chercheurs espèrent trouver dans les tissus bien conservés la trace des bactéries à l'origine de l'infection. Andreas Nerlich est expert en momies et a participé à des campagnes de fouilles spectaculaires en Égypte. Il y a 20 ans, à Luxor, une équipe d'archéologues découvre une chambre funéraire qui leur semble, à première vue, encore inexplorée. Malheureusement, ils ne sont pas les premiers à la visiter. Les pilleurs de tombes sont déjà passés par là. Il ne reste que des crânes, quelques ossements et des morceaux de tissu, ces bandelettes de lin dans lesquelles on enroulait jadis les défunts embaumés. Néanmoins, de simples ossements sont une source importante d'informations et pourraient bien révéler la cause du décès. Andreas Nerlich espère également en savoir plus sur les conditions de vie dans l'Égypte ancienne. Un crâne lui suffit pour déterminer l'âge du défunt, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et s'il était malade. Mais soudain, coup de théâtre. Les archéologues découvrent une momie entière. Andreas Nerlich et son collègue sont les seuls chercheurs allemands autorisés à jeter un rapide coup d'œil à l'intérieur via un endoscope. Les Égyptiens reprennent ensuite la main sur leurs précieuses trouvailles. La momie est transportée sous haute surveillance à l'hôpital de Luxor pour y passer un scanner. Cette technique permettra de voir ce qui se cache sous les nombreuses bandelettes sans rien endommager. La momie égyptienne est finalement transférée à Munich. Fort des connaissances acquises à Luxor, Andreas Nerlich poursuit son investigation. Première conclusion, l'homme est mort jeune, à 30 ans, et il n'était pas riche car il n'y a pas le moindre bijou sous ses bandelettes. Une chose nous a frappés. Les os présentent des caractéristiques inhabituelles à cet âge. D'une part, on note une usure très nette au niveau des vertèbres qui indique une très grande sollicitation du corps, probablement due au transport de lourdes charges. Et plus surprenant encore, dans les artères encore présentes au niveau du bassin, nous avons identifié des calcifications semblables à celles que l'on trouve aujourd'hui dans les cas d'athérosclérose. Le pathologiste a découvert qu'il y a 3000 ans, l'espérance de vie des Égyptiens ne dépassait pas l'âge de 30 ans et qu'ils étaient sous-alimentés. En outre, plus d'un tiers souffrait de la tuberculose. À l'époque, les médecins étaient impuissants face aux infections. Un constat d'autant plus étonnant qu'ils excellaient dans un autre domaine, la chirurgie. Il s'agit ici d'une momie en plusieurs morceaux, dont le gros orteil droit a été remplacé par une prothèse en bois. L'amputation est antérieure à la mort de cette femme, car on voit qu'elle a vécu avec cette prothèse. En effet, le moignon a eu le temps de bien cicatriser après l'amputation et il y a des traces d'usure sous la prothèse. Elle a donc marché avec. La radiographie indique que l'os s'est adapté en fabriquant une excroissance osseuse. Les chirurgiens de l'Égypte ancienne étaient très doués, comme le confirme le crâne de cette momie. Grâce au scanner,
Andreas Nerlich a pu visualiser ce qu'ils ont réalisé ici. L'homme a un trou dans le crâne, probablement dû à un coup de hache. Mais il n'y a pas le moindre éclat d'os autour de l'impact. Il a manifestement été opéré et l'analyse des tissus montre que la plaie était déjà guérie au moment de son décès. De toute évidence, il y a 3000 ans, les médecins égyptiens savaient opérer leurs semblables. Nous constatons fréquemment des blessures au niveau du crâne dues à des coups. Dans le cas présent, elles étaient probablement à l'origine du décès. C'est une découverte étonnante qui relativise le caractère conciliant que l'on prête traditionnellement aux Égyptiens. Cela dit, nos examens ne nous permettent pas d'affirmer qu'ils étaient particulièrement brutaux. Andreas Nerlich n'est qu'au début de ses recherches, mais il pourrait déjà infirmer d'autres préjugés tenaces au sujet des anciens Égyptiens. Pour ce qui est du crâne de l'homme assassiné, en revanche, l'examen est fini. Il va enfin pouvoir trouver le repos éternel dans la cave de l'Institut. Les momies bavaroises, elles, en sont encore loin. Andreas a besoin d'éléments supplémentaires pour pouvoir retracer leur histoire. Une dent, par exemple, lui fournirait des indices sur les habitudes alimentaires du jeune baron. Une fois tous les prélèvements recueillis, la momie sera nettoyée et remise en état, comme le comte Royce, qui l'attend dans la pièce voisine. Le comte Royce était le chef d'état-major général, c'est-à-dire le haut commandant de l'armée du roi de Bavière. Et son compagnon de caveau, le baron von Jordan, était aussi au service du monarque. Robert Kiesel, qui nous a rejoints devant le caveau, connaît aussi l'histoire du comte. Et il va nous en parler. Quel est cet uniforme que vous portez ? C'est celui du baron Friedrich von Jordan, quand il était colonel de cavalerie dans l'armée bavaroise et servait sous les ordres de Maximilien Ier. Pas facile de passer inaperçu avec ce couvre-chef. C'est vrai, il était fait pour qu'on reconnaisse les officiers de loin. Qui étaient les deux comtes qui se trouvaient dans ce caveau? Étaient-ils bien comtes, d'ailleurs? Friedrich von Jordan n'était pas comte, mais baron. Mais le comte Heinrich, de la dynastie des Reuss-Köstritz, portait bien ce titre. Et ils étaient amis? Ils étaient amis. Ils s'étaient connus en 1806, lors d'une remise de médailles. Ils étaient en relation avec le roi Louis Ier, par exemple? Le baron von Jordan se devait d'avoir de bons rapports avec lui, car le roi Maximilien Ier l'avait nommé adjudant de son successeur, le prince héritier Louis Ier de Bavière. Ils étaient ensemble sur le champ de bataille? Oui. Aux côtés du roi? Tout à fait. Et Louis Ier, qui était-il par rapport à Louis II? C'était son grand-père. Ok, c'était le grand-père du roi fou. C'est ça. Autrement dit, l'homme dans le caveau était l'adjudant du grand-père du roi fou. Tout à fait. Compliqué. Comme vous le voyez, Robert Kiesel a récolté beaucoup d'informations sur le comte. Mais en ce qui concerne sa fille, les recherches ont été un peu plus complexes. Aéroport de Munich. Les chercheurs viennent soumettre le récipient trouvé dans le cercueil de l'enfant au rayon X du scanner à bagages. Ils tiennent à s'assurer, avant de l'ouvrir, que des gaz toxiques ne s'y sont pas formés. C'est un mot à ne pas prononcer ici, mais entre nous on l'appelle la bombe. Mais le récipient ne contient pas le moindre gaz, juste un liquide et autre chose encore. Ce n'est pas vraiment liquide, c'est plus épais. À en juger par la structure, ça pourrait bien être des viscères en effet. En tout cas, il y a quelque chose au fond. Nous le verrons bien en l'ouvrant. Voilà qui est plus facile à dire qu'à faire. C'était posé par-dessus.
Si des restes d'organes s'y trouvent encore, les chercheurs pourront peut-être établir la cause du décès de l'enfant et son mode de vie. C'est ce que l'on appelle péché en eau trouble. Oui, ce sont des organes. Foie, poumon, rate. C'est époustouflant. Incroyable. Après 200 ans, non seulement les organes sont au complet, mais leur structure est intacte. De parfaits objets d'étude. Ce sont les plus vieux tissus entièrement conservés que nous connaissions à ce jour. C'est une petite première mondiale. L'enfant est morte à Naples lors d'un voyage en Italie. Pour pouvoir la ramener avec eux, ses parents l'ont fait embaumer en prévision du long trajet. Cet usage était plutôt inhabituel en Allemagne, mais en Italie, la momification artificielle se pratiquait traditionnellement. Les embaumeurs ôtaient les organes du corps susceptibles d'accélérer sa décomposition, puis comblaient les cavités, comme les Égyptiens de l'Antiquité. C'est fascinant de voir cette petite fille si remarquablement embaumée et encore intacte 200 ans plus tard. Pour nous, c'est une surprise totale. La technique employée pour prélever les organes ressemble à celle des Égyptiens, en particulier pour ce qui est des parties molles au niveau du ventre, du thorax et du cerveau. Une momification digne des anciens Égyptiens, il y a seulement 200 ans et au cœur de l'Europe. Mais qu'est-il arrivé au corps des 4 adultes ? J'avoue que dès que j'entends le mot momie, je pense à celle des dessins animés, enroulées dans des kilomètres de gaz. Professeur Nerlich, les momies retrouvées dans ce caveau ont-elles vraiment été embaumées à la manière égyptienne ? Non, non, ici, nous avons affaire à des momies sèches naturelles, c'est-à-dire des corps desséchés de manière fortuite, pour lesquels le processus de momification a été plus rapide que le processus de décomposition cadavérique. C'est pour cela qu'ils sont plutôt bien conservés. Que faut-il pour cela? Un endroit hermétique à l'air? Non, l'absence d'air empêche plutôt ce processus. Il faut une aération continue et surtout une température faible et constante. Et qu'en est-il pour la petite fille? La petite Carolina von Jordan est une exception. On l'a momifiée volontairement, probablement pour la conserver le temps du transport ou plus longtemps encore. Les organes abdominaux et thoraciques, ainsi que le cerveau, ont été extraits de son corps et les cavités ont été comblées avec une matière cotonneuse. La peau a sans doute également été traitée. J'imagine qu'autrement, on n'aurait jamais pu la ramener de Naples jusqu'en Bavière. C'est exact. Les véhicules frigorifiques n'existaient pas. Et le trajet à lui seul prenait bien une semaine, voire 2. Transporter un mort aussi longtemps, c'était le condamner à la putréfaction. Mais est-ce que c'était rare de voyager avec un enfant momifié ? Dans la plupart des cas, on enterrait les enfants sur place. Mais il s'agit d'une époque où l'on commençait à se déplacer davantage, où les gens étaient de plus en plus amenés à vivre à l'étranger. C'était une conséquence des guerres napoléoniennes et de l'extension de l'influence napoléonienne à tout le continent. C'est pour cela qu'on a eu recours à ces pratiques communément réservées aux personnes haut placées, issues de grandes dynasties. C'était un peu la première vague de mondialisation. Si vous voulez, oui. Eh bien, merci à vous. Je vous en prie. Dans ce cas précis, la momification s'est faite de manière fortuite. Quant aux Égyptiens qui embaumaient leurs défunts, ils ne nous ont pas vraiment transmis de mode d'emploi. Mais le professeur Nerlich s'y est essayé.
L'Égypte ancienne, une civilisation à la fois très en avance, mais aussi très énigmatique. Comment ces dépouilles ont-elles pu se conserver des milliers d'années? Il n'existe aucune note écrite de cette époque, et les momies elles-mêmes ne fournissent que de vagues indices. Andreas Nerlich cherche à percer le mystère. Il tente pour cela une expérience sur un porc qui a été euthanasié parce que sa chair n'était plus comestible. Pour commencer, son assistant ouvre l'abdomen pour en sortir les viscères. Les Égyptiens savaient déjà que les bactéries du tube digestif favorisaient la décomposition. Andreas Nerlich remplit ensuite la cavité abdominale de thym, de romarin et de yé. Enfin, Alfred Riepertinger introduit un crochet métallique dans le crâne en passant par les narines, comme le faisaient les Égyptiens. Comme les Égyptiens n'accordaient pas au cerveau autant d'importance que nous aujourd'hui, ils le retiraient. À partir de 1600 avant Jésus-Christ environ, ils ouvraient le crâne en perçant la plaque olfactive des deux côtés avec un objet dur, probablement un crochet métallique. Ensuite, ils tournaient le crochet pour liquéfier le cerveau, puis ils inclinaient le crâne pour le laisser s'écouler. Les deux hommes emballent du natron dans de petits sachets de lin qu'ils placent dans la cavité abdominale. Puis, la dépouille est disposée dans un cercueil également tapissé de natron. Alfred Riepertinger en verse encore plus de 200 kilos sur le cadavre afin de l'en recouvrir. Ce sel qui remplit son estomac et enveloppe son épiderme est essentiel. C'est lui qui absorbera l'eau qui s'y trouve. Il y a plus de 5000 ans, les Égyptiens découvraient que les cadavres ne se décomposaient pas dans le sable brûlant du désert. Ils se dessèchent, mais se conservent. Éliminer l'eau, c'est là la clé pour empêcher bactéries et champignons de se développer. « 40 jours plus tard, le natron a-t-il fait son œuvre? On ignore comment les Égyptiens ont eu l'idée de l'utiliser, mais là aussi, il est efficace. Le cadavre de l'animal a perdu beaucoup d'eau. Maintenant, il peut se conserver. Parfait. Les connaissances des anciens Égyptiens ne cessent de surprendre Andreas Nerlich. Non seulement nous apprenons beaucoup sur eux, mais nous leur avons découvert des aptitudes exceptionnelles qui vont jusqu'à la réalisation de vraies opérations chirurgicales réussies. Andreas Nerlich verse maintenant du vin sur la dépouille. Les Égyptiens utilisaient du vin, des épices, de la myrrhe et de l'encens. Ces ingrédients se diffusent à travers les tissus et donnent une bonne odeur à l'ensemble. On le sent même dans notre espace de travail. C'est agréable. C'est autour du bitume, cette substance que les Persans appelaient mumia et qui a donné ensuite le mot momie. Mélangé à du miel, le bitume permet de colmater le corps et empêche ainsi les bactéries d'y pénétrer. On se rapproche de plus en plus des fameuses momies égyptiennes. Il ne manque plus que les bandelettes. Les deux hommes enroulent chaque membre à part et même les oreilles. En tout, ils auront utilisé pas moins de 400 mètres carrés de gaze de lin. Le Toutankhamon munichois n'est pas aussi somptueux que l'original, mais il se conservera certainement aussi bien. Rendez-vous dans 3000 ans pour faire le point dans un nouveau Xenius. À peine quelques semaines plus tard, les momies munichoises s'apprêtent à être inhumées une nouvelle fois. L'analyse des causes de décès est toujours en cours. Elle prendra certainement des mois encore, voire des années. Quelle journée pour la famille von Jordan et leurs amis.
Il y avait même la télévision. Cette porte se referme enfin pour toujours. Pour toujours. Et nous savons maintenant qu'il existe des momies ailleurs qu'en Égypte. Pour finir, nous leur souhaitons de reposer en paix. Et nous vous disons à la prochaine.